Que s'est-il passé cette semaine dans l'actu? Eh bien, la situation internationale n'est pas très gaie, elle est même plutôt très guerre. C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Après l'Ukraine et Israël, risque-t-on un nouveau conflit international en 2024? C'est le site de 20 minutes qui se pose la question. Article dans lequel l'historien et militaire Michel Goya explique que depuis 10 ans, on observe un véritable retour des tensions entre États. Et quand on voit ce qui est en train de se tramer et l'explosion des zones de tension aux quatre coins de la planète, on se dit que tout ça pourrait vite finir en eau de boudin. Commençons par la guerre en Ukraine, où plus que jamais les combats continuent, alors que d'un côté, la Russie reconnaît avoir lancé 40 missiles sur des usines d'armement et avoir condamné plus de 200 prisonniers de guerre ukrainiens. L'Ukraine affirme-t-elle avoir abattu 2 avions russes au-dessus de la mer d'Azov. Mais, et c'est sans doute le plus inquiétant, si jusqu'à présent cette guerre en Ukraine était officieusement une guerre entre l'OTAN et la Russie, cela pourrait vite devenir officiel si l'on en croit d'abord des hauts gradés et le ministre de la Défense suédois qui ont publiquement appelé l'ensemble de leurs concitoyens à se préparer mentalement à une guerre. Pour rappel, la Suède a déposé sa candidature pour entrer dans l'OTAN après le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022. La Finlande avait déposé sa candidature au même moment et a été officiellement admise dans l'OTAN en avril 2023. L'adhésion de la Suède à l'organisation atlantique reste encore conditionnée à l'accord de la Turquie et de la Hongrie, mais semble proche. L'autre dossier qui inquiète et qui va dans le sens d'un élargissement du conflit en Ukraine, c'est celui de nos voisins allemands. L'Allemagne qui, au passage, vit une situation économique et politique extrêmement compliquée puisque le pays est tombé en récession et que la spectaculaire colère des agriculteurs allemands qui bloquent en ce moment même les autoroutes de l'ensemble du territoire pourrait s'envenimer encore. Le média L'Indépendant nous dit que le média allemand Bild a pu consulter un document classé secret défense et intitulé Alliance Défense 2025, qui serait une feuille de route utilisée pour les exercices de l'OTAN dans la région de la Baltique dans le courant de l'année. Ce que prévoit ce document, c'est une escalade de la guerre qui se ferait en plusieurs étapes. D'abord, la Russie enrôlerait 200 000 hommes en février, puis enfoncerait le clou en Ukraine, qui n'aurait pas reçu un soutien suffisant de la part de ses alliés occidentaux, avant d'ouvrir plusieurs fronts dans la région de la Baltique, en Pologne, en Lituanie, jusqu'au corridor de Suwałki. Ce corridor est une bande d'à peine 100 km entre la Pologne et la Lituanie qui relie le Bélarus à Kaliningrad. Une portion qui pourrait être l'objectif principal de la Russie, mais qui serait le lieu d'affrontement entre les troupes du Kremlin et les forces de l'OTAN, qui seraient déployées au printemps 2025. Du côté de Taïwan, il y avait une élection présidentielle ce week-end qui a vu la victoire du candidat indépendantiste Lai Ching-te. 2 jours après son élection à la tête de l'île, Lai Ching-te a reçu la visite d'une délégation américaine informelle à Taipei pour témoigner du soutien américain. Première mauvaise nouvelle pour le nouveau président taïwanais, puisque 48 heures après son élection, il a appris que Nauru, mini-république d'Océanie située en Micronésie dans le Pacifique, rompait ses relations avec Taipei pour reconnaître la Chine populaire. Pékin, qui a bien entendu mal réagi aux résultats de cette élection, réaffirmant que la réunification de la Chine et de Taïwan était inévitable. La Chine qui s'est également dit fermement opposée à tout échange officiel entre Taïwan et les États-Unis. De leur côté, face à la Chine, les Philippines ont décidé de renforcer leurs avant-postes militaires et acquérir plus de navires, d'avions et de radars, nous dit 20 minutes. Et pour finir ce petit florilège de tensions, ce week-end et plus précisément entre jeudi et samedi, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé plusieurs sites houthistes au Yémen, une intervention militaire occidentale inédite dans ce pays du Moyen-Orient en proie à une guerre civile depuis bientôt 10 ans, et qui a pour cause la multiplication des menaces houtistes ces dernières semaines dans la région. Depuis le réembrasement du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier, les rebelles yéménites au pouvoir ont mené plus d'une vingtaine d'attaques de drones aériens et missiles contre des navires de pays alliés d'Israël, passant près de leurs côtes en mer Rouge. Si ces bombardements ont été dénoncés par l'Iran, la Russie, la Turquie, Oman et le Hamas, le chef de la diplomatie britannique David Cameron a indiqué ce dimanche être prêt à répéter l'opération en cas de nouvelles attaques houtistes. Une déclaration similaire à celle du président américain Joe Biden vendredi, après que les houtistes ont menacé de riposter contre les intérêts des deux pays. Cette réponse militaire anglo-américaine pour défendre Israël
risque de provoquer une escalade dans la région, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces frappes anglo-américaines sur le Yémen et l'inquiétude autour d'une escalade du conflit ont dopé le cours de l'or ce week-end. Avant l'annonce des frappes jeudi, l'once d'or affichait un prix de 1839 €, le prix de l'once qui a fait plus 40 € au cours du week-end, puisqu'il affichait hier soir lundi 1877 € l'once. Idem en dollars, avec une progression de plus de 40 $ entre jeudi et hier, l'once qui s'échangeait hier soir à 2055 $. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.